Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravie de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le vendredi 12 février. Les Guadeloupéens sont invités à donner leur sang aujourd'hui jusqu'à 13 heures au centre culturel Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre. Après les jours gras, les stocks de sang sont en effet au plus bas. Julien de Kuyper et Quentin van der Stichelen ont suivi ce matin cette grande collecte. Pour ceux qui sont un peu effrayés, est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est douloureux? Ah ben, je leur dis que ça fait absolument pas mal, pas plus qu'une piqûre de moustique. Donner son sang, oui, mais pas n'importe comment. Explication du processus avec le docteur Ozurma. Avant tout, je dois d'abord vérifier l'identité et après je pose des questions pour voir si le patient, le donneur peut donner. Là, on est en train de prélever, ça dépend du poids et de la taille. Les collectes réalisées sont malheureusement insuffisantes, et il n'est donc pas surprenant d'importer du sang de métropole. Pour la Guadeloupe, il nous faudrait une cinquantaine de poches par jour. Là, on les a pas, donc on importe du sang de métropole régulièrement. 1h30, on n'a que 4 poches que vous voyez. Après l'effort, le réconfort. Le donneur reçoit alors une petite collation afin de se ressourcer. En fait, c'est un acte citoyen. Quand on vient donner son sang, on peut sauver des vies. Moi, j'en parle très souvent aux gens que je connais. Quand je vais donner, je dis que je suis allée donner du sang pour inciter les gens à y aller. Demain, tout le monde peut avoir besoin de sang. Si la plupart des gens peuvent parfois sembler réticents à l'idée de donner leur sang, rassurez-vous, la douleur est minime. Pour ceux qui n'aiment pas les piqûres, bon, on va dire que non, c'est pas vraiment douloureux en fait. C'est comme une petite piqûre, comment dire, c'est pas douloureux, c'est juste une petite douleur et puis voilà. Ça fait pas trop mal? Non, ça fait pas trop mal. Il faut surtout pas, je trouve que la douleur est plus forte quand on regarde. Alors, si vous voulez faire une bonne action, rendez-vous ce samedi 13 février au Centre culturel de Sainte-Anne où une nouvelle collecte de sang sera réalisée. Et à partir de lundi, comme l'avait annoncé la ministre de la Santé Marisol Touraine, les dons du sang effectués dans les zones infestées par le virus Zika seront systématiquement testés. Pour l'instant, 17 cas ont été confirmés en Guadeloupe. La semaine dernière, justement, la communauté d'agglomération de Cap Excellence mettait l'accent sur la prévention. À Bemao, une association fait d'ailleurs du porte-à-porte. Le reportage de Julien de Kuyper et Quentin van der Stichelen. Selon les dernières estimations, le virus du Zika continue sa progression en Guadeloupe, avec à ce jour 17 cas confirmés. Pourtant, du côté des habitants, les avis quant à la dangerosité du virus et la prévention effectuée face à cette menace ne font pas l'unanimité. Alors non, ça m'inquiète pas. En fait, c'était pareil pour les chikungunya. Au départ, on entend juste, il y a quelques cas et tout, on entend que, ouais, par exemple, on a un voisin qui a le Zika et même si on prend des précautions, on sait que ça va nous arriver en fait. Ça inquiète quand même parce qu'on sait que c'est un moustique qui le propage, mais on ne sait pas d'où ça vient. Heureusement, dans les zones marécageuses, où la situation est davantage problématique, comme à Bemao par exemple, des associations préventives voient le jour, comme ce fut le cas lors des précédentes épidémies de chikungunya et de dengue. Bemao a créé une cellule de veille sanitaire et donc nous allons chez l'habitant par quartier et en fonction aussi de la demande. Parce que si nous savons qu'il y a, par exemple, une personne malade à tel endroit, donc systématiquement, nous y allons. Donc, c'est le porte-à-porte qui est vraiment la chose à faire. Nous devons leur demander l'autorisation de pénétrer. Et à partir de là, nous faisons le tour de la maison ou de la propriété et contrôlons s'il y a des gîtes larvaires. Donc, à ce moment-là, s'il y a des gîtes, nous leur demandons de renverser les récipients et nous leur préconisons les conseils, les recommandations. Et donc les affiches, vous les mettez où en général? Elles sont collées où? Alors, nous avons commencé par mettre dans les bâtiments administratifs, dans les maisons de quartier, les pharmacies et chez les commerçants. Donc, on n'a pas encore tout fait, donc on commence. Il y a un public, notamment les personnes âgées, qui... Comme pour elles, c'est pas les moustiques, bon ben c'est rien.
Mais quand on connaît les conséquences, nous sommes quand même obligés de leur prodiguer les conseils. Comme dit le proverbe, mieux vaut prévenir que guérir. À qui veut bien l'entendre, évidemment. Je suis une femme forte. Même quand je suis malade, je viens travailler. Donc ça, je ne crée pas de Zika. Et pour refermer ce chapitre santé, notez que l'Organisation mondiale de la santé a indiqué aujourd'hui que les essais cliniques à grande échelle de vaccins contre le virus Zika ne devraient pas démarrer avant 18 mois au moins. 15 sociétés et groupes ont entamé des travaux. En revanche, l'OMS a annoncé qu'elle sera en mesure de déterminer d'ici 4 à 8 semaines si le virus est bien la cause de microcéphalie et du syndrome de Guillain-Barré. Le préfet de région a réuni ce matin les responsables des médias guadeloupéens pour faire le point sur ses ambitions pour lutter contre la délinquance. Il a tout d'abord fait le bilan de l'année écoulée, une année qu'il a qualifiée de difficile. En 2015, la Guadeloupe a connu 45 homicides et 59 tentatives d'homicide. Les armes à feu sont d'ailleurs souvent utilisées. Les vols à main armée ont augmenté de 31,3%. La situation des salariés de la Générale des Eaux transférés au SIAG est évoquée ce matin lors d'une conférence de presse. Le syndicat UNSA-SIAG a déjà pris plusieurs évolutions pour tenter de faire évoluer la situation. On fait le point justement avec Karine Gielman. Les 120 employés de la Générale des Eaux transférés vers le SIAG en attente de leur sort depuis 15 mois. Pendant ces 15 mois, donc, on est pratiquement sous les effets de l'accord antérieur, mais malheureusement, ces 15 mois arrivent bientôt à échéance. Et après, on ne sait pas effectivement à quelle sauce on sera mangé. L'URUNSA s'est réuni ce vendredi pour obtenir des réponses, notamment concernant leurs acquis. Alors, en fait, il y a des salariés qui ont été transférés en juillet, et dès le mois de juillet, ils ont perdu des acquis. Ils avaient un prime de remboursement de véhicules. Quand il faut savoir, il y a des salariés qui faisaient la relève, qui travaillent avec le véhicule personnel. Et bien, effectivement, ils ont travaillé au mois de juillet, et on ne les a pas payé, effectivement, la prime de remboursement de véhicules. Depuis juillet, donc. Depuis juillet. D'accord. Il y a d'autres acquis? Oui, il y a aussi ce qu'on appelle une prime de caisse. Il y a des salariés aussi qui ne sont pas affectés à la caisse, mais lorsqu'il y avait une absence, eh bien, on l'a effectivement balancé effectivement à faire la caisse. Mais ces salariés avaient une prime de caisse, et bien cette prime de caisse aussi a été enlevée à ces salariés. Le transfert, il faut effectivement fixer le salaire annuel brut, et effectivement, pendant les 15 mois, les salariés doivent effectivement bénéficier de ce salaire annuel brut. Alors, il faut savoir qu'il y a des salariés qui ont été transférés. Dans leur lettre de transfert, on n'a pas mentionné le salaire annuel brut. Or, il faut avoir ce salaire annuel brut pour savoir effectivement est-ce que les salariés ont perdu ou effectivement ou pas. Selon l'UNSA, suite au principe de création d'un syndicat mixte Hauts-de-Guadeloupe, acté en décembre 2015, les conditions de reprise de tous les salariés des entreprises et régies des eaux n'ont pas été évoquées. Un tout autre sujet à présent, le Conseil municipal des jeunes des Abîmes a présenté ce matin ses différents projets pour l'année 2016-2017. Pour en parler en détail, Magali Marsin est notre invitée ce midi. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'élu en charge de la jeunesse pour la ville des Abîmes. Alors en quoi concrètement consiste un conseil municipal des jeunes? Alors le conseil municipal des jeunes est composé de 45 jeunes élus au suffrage universel par les collégiens, lycéens et les instances s'occupant des jeunes de 14 à 17 ans. Et c'est une mission de citoyenneté, d'aide et de civisme. Et en fait, on a réuni 45 jeunes entre 14 et 17 ans, comme je disais, et ils ont des missions, ils ont des actions, ils sont force de proposition pour justement continuer à développer les actions pour les jeunes et continuer à favoriser le bien-être des jeunes aux Abîmes. Alors ça existe depuis combien de temps aux Abîmes? Alors ça existe depuis 2008 et le dernier conseil municipal a été élu le 7 février 2015. Alors, quelles sont les principales missions Alors, de ce conseil? les actions que nous avons déjà faites, en fait, par exemple, nous avons fait la reconnaissance avec les personnes à mobilité réduite par rapport aux travaux qui ont eu lieu au Bourg des Abîmes pour voir si effectivement tout était aux normes et si l'accessibilité était facile, en tout cas pour les personnes à mobilité réduite. Les jeunes étaient chargés à ce moment-là de noter ce qui n'allait pas sous la direction effectivement de la conseillère municipale chargée à la mobilité réduite, Madame Solange Leblanc, de noter ce qui n'allait pas, de faire un compte-rendu et de remettre au maire des Abîmes qui corrigerait effectivement les problèmes de trottoirs, les problèmes de câbles électriques, de poteaux au milieu des trottoirs. On a aussi fait une action au niveau de la maison de l'enfance, avec le Noël à la maison de l'enfance, où on a fait toute une journée merveilleuse avec les enfants de la maison de l'enfance, avec une diffusion de films, des jeux le matin et l'après-midi la remise des cadeaux par le Père Noël
conseiller municipal des jeunes. Donc, on continue aussi à faire des rencontres intergénérationnelles. La dernière action, c'était le carnaval des abîmes, avec les carnavals à tout petit et à grand, donc en fait, carnaval intergénérationnel. Et ces jeunes étaient chargés de prendre les inscriptions au concours, et ils étaient même dans le jury de la meilleure tenue carnavalesque. Donc, toujours des missions de citoyenneté, de civisme. Finalement, ça vient en complément du conseil municipal. En complément du conseil municipal. Et ils sont aussi, j'insiste sur le fait qu'ils sont force de proposition avec la mairesse junior, mademoiselle Naïma Jacquet. Ils sont force de proposition. Nous ne dictons pas leurs actions, c'est eux qui proposent des actions pour qu'on puisse justement mettre les moyens de la municipalité pour qu'ils puissent réaliser ces actions. Alors ce conseil se réunit tous les mois. Tous les mois, on fait le point sur les avancées. On se réunit peut-être 2 fois, 3 fois par mois si par exemple il y a une action qui est proche, et pour pouvoir bien la cadrer. Donc le personnel de la mairie, moi, nous coordonnons. Et les jeunes font toutes les démarches. Par exemple, pour le Noël de la maison d'enfants, ce sont eux qui sont allés démarcher les magasins de jouets pour avoir soit des dons, pour qu'on puisse acheter les jouets. Donc, ils font tout de A à Z. Et finalement, est-ce que ça passe mieux, justement, quand ce sont des jeunes ? Ça passe beaucoup mieux quand ce sont des jeunes vers les jeunes, puisque justement, ils sont actifs, ils sont proactifs. Et comme on dit, le langage passe mieux, effectivement, quand ce sont eux. Alors justement, ce conseil municipal a présenté ses projets pour les mois à venir. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns ? Alors, on a une action avec le CREP, c'est la Ligue Handisport, avec la journée autour du sport pour les personnes à mobilité réduite, mais pour les jeunes à mobilité réduite, puisque notre population ciblée, c'est avant tout les jeunes. Donc, nous nous sommes déjà rapprochés des différents groupes scolaires qui accueillent justement ces jeunes à mobilité réduite. On a aussi une action, un débat sur les maternités précoces et les maladies sexuellement transmissibles. On a une conférence sur l'Internet et les dérives d'Internet. Donc, tout ça pour continuer à cibler les jeunes. Et sensibiliser, bien entendu, et si on peut faire 2 ou 3 personnes, même si c'est 2 ou 3 personnes, changer d'avis. Et je tiens aussi à dire que ce sont des candidatures volontaires, les conseillers municipaux des jeunes, et que si nous avons des désistements, nous n'hésiterons pas à informer la population abîmienne pour que d'autres puissent se présenter. Pour l'instant, nous sommes 45. Et le prochain conseil municipal Le prochain conseil municipal, on doit se réunir très très vite, puisque le projet avec le CREP, c'est la Ligue Handisport, c'est le 12 mars. Donc vous en entendrez parler, ne vous inquiétez pas. Donc on doit se réunir très très vite pour justement tout bien coordonner, tout bien mettre en place, et ce sera une belle manifestation. Merci Magali Marsin d'avoir été sur le plateau d'Alizé ce midi. Je rappelle que vous êtes l'élu en charge de la jeunesse pour la ville des Abîmes. Merci. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il est question ce midi notamment du carnaval de la Dominique, d'une coopération entre Barbade et Trinidad. Mais tout de suite, nous prenons la direction du Brésil. Voici la Minute Caraïbe. Brésil, cap sur les JO. Eduardo Paes, le maire de Rio de Janeiro, ne cache pas son émotion d'assister le 5 août prochain à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, laquelle se tiendra dans le stade de Maracanã. Selon le journal O Globo, le show promet d'être grandiose. La cérémonie durera 3h37 minutes et célébrera l'humain, l'optimiste et la fête sur fond de musique carioca. Un peu comme si le carnaval de cette mégalopole de plus de 6 millions d'habitants se transportait temporairement dans cette enceinte sportive flambant neuf. Pourtant en 2013, l'édile locale n'avait pas eu des mots assez forts contre les autorités sportives du pays, jugeant honteux que les Jeux Olympiques aient été confiés au Brésil à des dirigeants qui seraient incapables d'administrer le sport de haut niveau avec la qualité requise pour ce type d'événement. Depuis, le maire a changé d'avis et supervise personnellement les travaux en cours, rêvant pour sa ville d'un destin à la Barcelone, métamorphosé après les Jeux Olympiques de 1992. Dominique faire du carnaval un produit économique. Le directeur du tourisme de la Dominique, Colin Piper, a fait part des retours très positifs qu'il a reçus du Mas Dominique 2016. Aucun incident n'est à déplorer, les Dominicains se sont bien amusés, tant pour les pré-spectacles que pour le jump hump dans les rues, et les groupes se sont renforcés. Colin Piper informe qu'une expertise sur le carnaval sera lancée afin de mieux l'organiser pour l'année prochaine et invite les partenaires publics et privés ainsi que la population à donner son avis. Déjà, il rappelle que le carnaval de la Dominique 2016 n'a pas pu être financé à la hauteur attendue en raison de l'impact économique causé par la tempête Erika. Colin Piper souhaite désormais structurer l'offre événementielle de la Dominique qui comprend le carnaval et les festivals pour qu'ils deviennent des produits attractifs pour la clientèle extérieure.
Le directeur du tourisme de la Dominique rappelle que l'événementiel génère des retombées économiques et d'emplois pour le pays et qu'à ce titre doivent être plus fortement promus. Barbade coopération avec Trinidad. La Fondation nationale de la culture de Trinidad a fait équipe avec le Barbados Tourism Marketing pour lancer le Crop Over We Go. Il s'agit pour les deux îles de faire promotion commune du carnaval auprès des différentes télévisions, radios et autres supports médiatiques. Le ministre de la Culture de la Barbade, Stephen Lashley, s'est dit particulièrement satisfait des retombées économiques et images qu'a généré cette promotion commune. Le carnaval de Trinidad est particulièrement connu et a permis d'attirer un grand nombre de touristes en combiné de produits sur les deux îles. Le ministre de la Culture de Barbade informe qu'avoir lancé l'action Crop Over We Go en pleine saison carnavalesque a permis le succès de l'opération. Les ministres du tourisme des deux îles ont prévu de se rencontrer très vite pour travailler sur d'autres actions communes. Des discussions sont déjà en cours pour approfondir les relations culturelles entre les deux pays, y compris dans les domaines spécifiques de coopération technique dans le steel pan et la conception de costumes. Retour en Guadeloupe avec cette rencontre hier entre le président de région Harry Chalus et la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, Colette Coury. Une rencontre qui avait lieu à Saint-Claude. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment l'avenir de l'hôtel Saint-Georges. Le reportage de Muriel Barlagne. Les premières discussions ont eu lieu en octobre dernier avec la SEM patrimoniale région Guadeloupe pour la possible reprise de l'hôtel Saint-Georges. Des négociations bien avancées mais qui se sont interrompues avec les élections régionales. Ce matin, elles ont pu reprendre entre Colette Coury, la présidente de la CCI des îles de Guadeloupe, actuel gestionnaire de l'hôtel, et Harry Chalus, le nouveau président du conseil régional. Un accord a été trouvé. L'établissement hôtelier sera bien racheté par la SEM patrimoniale dont la région Guadeloupe est l'actionnaire majoritaire. C'est elle qui se chargera de trouver un bon repreneur. Je pense qu'on a assez en Guadeloupe de voir des repreneurs, des gestionnaires d'hôtels recevoir des fonds européens, avoir la défise qui, 5 ans après, découper les hôtels, les vendre et partir. Et ce qu'on veut maintenant, c'est pérenniser vraiment les hôtels de Guadeloupe. Le coût de cette opération est d'1 million d'euros, une vente à crédit sur 10 ans sans intérêt. L'hôtel, un 3 étoiles spécialisé dans le tourisme d'affaires, fermera pour travaux. Il s'agit de le transformer en 5 étoiles, mais il sera vendu sans son personnel. 13 salariés qui font l'objet d'un licenciement économique à compter du 4 mars prochain. C'est un personnel de droit public et il est très compliqué de passer du personnel de droit public à du privé. Il bénéficie de droits très importants en tant que personnel de chambre, plus importants encore que dans le public autre. Par exemple, quand il part, il a droit à 1 mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans, alors que dans le privé, vous avez droit à un 5e. C'est 5 fois plus. Et au-delà de 10 ans, ce qui est leur cas, vous avez droit à 1 mois plus 20% d'indemnité de départ. Vous savez, on est obligé d'accepter, même si on est un peu... après avoir passé plus de 18 ans dans cet établissement, de l'avoir vu grandir, surtout au niveau de l'hôtel, je parle, parce que certains sont arrivés bien avant moi au niveau de tout ce qui est formation, au niveau de restauration, de la restauration. Bon, c'est un peu... Vous savez, quand vous avez une famille, c'est difficile d'accepter. On est obligé de faire avec, c'est la conjoncture. À sa création en 1993 par la CCI de Basse-Terre, l'hôtel Saint-Georges était un hôtel d'application. On y assurait la formation au métier de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme, compétences perdues en 2012 avec l'arrivée d'autres centres de formation à proximité. Devenu un simple hôtel, sa gestion ne relevait plus de la CCI des îles de Guadeloupe. On va parler de sport à présent. Ils représenteront en avril prochain la Guadeloupe lors de la Transat AG2R Concarneau-Saint-Barth. 6 jeunes skippers ayant intégré le programme de formation Guadeloupe Grand Large seront sur la ligne de départ. Présentation avec Éric Pommier. Le 11 février 2016 fera date dans le cursus voile de ces 6 jeunes skippers en herbe. À l'issue de 18 mois de formation à Guadeloupe Grand Large, ils ont été présentés à la presse comme les futurs ambassadeurs de la voile guadeloupéenne. 6 jeunes, désormais toutes voiles dehors, avec aujourd'hui l'autorisation de naviguer comme des grands. À l'horizon, la Transat AG2R Concarneau-Saint-Barth. C'est une année de travail qui paye ses fruits, on va dire. Voilà, on récolte un peu les graines qu'on a semées et
Dernièrement, en plus avec Kenny, juste avant les Noël, on a fait une navigation de 3 jours, à peu près 400 000. Tout s'est bien passé. On était vraiment en harmonie avec Kenny. À la fin de cette navigation, on s'est dit ce serait pas mal qu'on se fasse une petite AG2R ensemble. Le plus dur reste à faire. Hein. Depuis le début, on a le couteau entre les dents, donc voilà, on lâche rien. Il y a encore du boulot à faire. On n'est pas encore au départ là. Rien n'est encore fait. Voilà. L'aventure au large fait rêver. 11 prétendants étaient sur la liste. Seulement 4 places étaient à pourvoir, soit 2 équipages au total et une équipe remplaçante. C'est tout de même un équipage de plus que lors de la première promotion. Celle représentée par Nicolas Thomas et Arthur Pratt. Unis dans l'aventure et partenaires de choix, la région et la SEM patrimoniale ont permis une fois de plus l'émergence d'une nouvelle cuvée. Une belle aventure, mais c'est avant tout une formation de professionnalisation de jeunes au métier de la mer et à la professionnalisation de skippers professionnels. Donc double formation et puis pour former aussi tout simplement des hommes. Je pense que c'est une belle aventure qui concourt à l'insertion professionnelle de nos jeunes, qu'il faut encourager. 3 bateaux seront donc au départ le 3 avril prochain, destination Saint-Barthélemy. Ces jeunes auront la lourde mission de se frotter à une course réputée musclée, étape incontournable dans la vie d'un marin. La difficulté, c'est que c'est une course où sont engagés des skippers de très haut niveau. On est sur le haut niveau, à limite national, voire international. Eux, c'est leur première course, disons, de haute compétition en Figaro. Par contre, ils ont un petit peu aussi la jeunesse avec eux, cette insouciance qui peut faire des miracles. Figaro, il faut savoir que c'est une série qui est très pointue. C'est des figaristes qui naviguent toute l'année sur leur même support. Et là, vous avez une équipe de formation qui se forme depuis 18 mois et qui va prendre le départ. C'est clair et net qu'il ne faut pas s'attendre qu'ils vont donner des faveurs. Avant de jeter l'encre pour l'édition 2016 de l'AG2R, la sélection Guadeloupe Grand Large devra avant tout faire ses preuves dans quelques jours à Antigua pour la Caribbean Rock, étape qualificative. Avant de vous laisser, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour cet après-midi. Le ciel sera partagé entre les éclaircies et les passages nuageux. Certains secteurs n'échapperont pas également à quelques averses. Concernant les températures, elles seront comprises entre 26 et 29 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport, suivi du journal de TF1 et de petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.